Le 18 novembre 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Huneuil du film américain L'Empereur Jones, The Emperor Jones, texte intégral. Au premier tableau d'Emperor Jones, des pasteurs nègres prêchent leurs frères de couleur avec une naïveté imagée. On chante à profusion ces cantiques du sud-américain qui s'enchaînent tout naturellement à des rythmes syncopés. Le héros de cette fête apparaît. C'est le noir Brutus Jones, le plus bel homme du village, sur qui l'on attire les bénédictions de Dieu car il part pour une grande mission. Il vient en effet d'être promu garçon de Pullman. Brutus Jones entonne un refrain avec une magnifique voix de basse taille. Cela ressemble fort aux scènes les plus curieuses, les plus purement nègres d'Alléluia. Brutus Jones, sachant surprendre le secret des grands banquiers dont il cire les souliers en wagon, oublie bientôt la vertueuse existence des pays du coton, porte des smokings étourdissants, gagne dans les saloons du quartier de Harlem les cœurs des mulâtresses en grand décolleté. Il nous semble même que Brutus Jones organise avec ses belles la plus coupable des industries. Grâce à quoi, il a des fonds inépuisables pour jouer au poker et au dé avec d'autres négros de mine patibulaire. Une partie truquée tourne mal, un tricheur reste sur le carreau. Voilà Brutus Jones, assassin. L'on dirait dans cet épisode un Scarface noir, infiniment pittoresque d'ailleurs. L'on peut y étudier de très près comment tous ces anciens esclaves s'appliquent à imiter les mœurs des Yankees, surtout dès qu'ils ont dans leurs veines 4 gouttes de sang blanc. Voyez en particulier ces dames, café au lait et défrisées, qui sont aussi criardes, nasillardes, frivoles et insupportables que les plus blondes filles de l'oncle Sam. Chaîne aux pieds, sous l'habit rayé des forçats, Brutus Jones marque de sa voix superbe la cadence des coups de pioche dans une carrière dévorée de soleil. Les gardes chiourmes apprécient peu la musique. Brutus Jones, décidément un peu vif, casse la tête d'un de ses cerbères, se glisse dans un camion, reçoit sur le dos tout un chargement de pierres, mais parvient ainsi à s'échapper. Les moindres détails de ce chapitre sont empruntés à L'Évadé de Mervyn LeRoy et Paul Muni. Le cireur déchu enfourne du charbon dans la chaudière d'un paquebot. Il craint d'être cueilli à la prochaine escale. Une île en vue, Brutus Jones, sans hésitation, saute par le hublot, gagne le rivage. Ici, le film emprunte beaucoup moins, et pour cause, au récent succès de l'écran. L'île est une sorte de république du Libéria, où les nègres se sont donné un gouvernement d'une indolence toute tropicale. Un seul blanc, trafiquant en tout genre, ancien forçat lui aussi, qui prend Brutus sous sa protection. Brutus ne tarde pas à escroquer son patron qui, pour limiter les pertes, scelle une association avec ce redoutable nègre. À l'occasion d'un extraordinaire marché de fusils et de cartouches, Brutus Jones fait un coup d'État, met le gouvernement sous les verrous. Il n'est pas inutile de connaître par expérience le régime des prisons et la manière d'en garder les portes quand on devient dictateur. Dictateur, Brutus Jones, après avoir longuement médité, décide qu'il préfère devenir empereur. Brutus Jones a été à l'école, il confond bien un peu l'histoire du petit caporal et celle de Badinguet. Peu importe, il distribue à sa garde des bicornes, des épaulettes, des képis, des chéchias, des bonnets à poils invraisemblables. Il a lui-même des bottes vernies jusqu'au ventre, un habit brodé et un chapeau à plumes. Il crée même pour sa cour une aristocratie nouvelle. Comte et comtesse de Chicago, baron de Los Angeles, prince de Brooklyn. Mais l'empereur Jones Ier va échouer comme un vulgaire ministre démocratique sur la question fiscale. Il fait rentrer l'impôt avec une telle vigueur. Nous n'avons pas lu la pièce du médiocre dramaturge O'Neill à qui le titre a été emprunté. Comme d'ordinaire à Hollywood, l'on a vraisemblablement si bien trituré le texte que l'on doit tout juger sur la besogne du scénariste et de l'illustrateur. Nous avons pu noter au passage toutes les réminiscences et pastiches que ce film avoue sans vergogne. Le seul chapitre pour lequel il a fallu créer de toute pièce une mise en scène, le règne éphémère de Jones Ier, n'est pas escamoté, mais cependant un peu trop écourté. C'est fort bien de n'avoir pas développé à l'excès la mascarade nègre, thème facile. Cependant, l'imagination des auteurs américains ne va pas bien loin. Le film achevé
l'on s'aperçoit qu'ils sont passés près d'un sujet magnifique, un sujet qui pouvait fournir un chef-d'œuvre à l'écran. L'épopée du cireur de Pullman montant sur un trône nègre est un de ces contes dont on ne se lasse jamais. Toute une satire politique ébauchée, un instant, pouvait naître des exploits de ce nouveau Toussaint l'ouverture. Mais peut-être la fantaisie des auteurs a-t-elle été limitée par le blanc et le noir de la photographie. Peut-être la couleur, celle des dessins animés plutôt que celle désaccordée de la Technicolor, était-elle indispensable à cette imagerie. Mais c'est seulement en quittant la salle que l'on songe à ce qui n'a pas été fait. Le film est soigné, bien découpé, même dans ses parties les moins originales. Les tableaux de la pègre nègre sont truculents, adroitement observés. Le scénario ne ralentit jamais. Les nègres sont toujours les acteurs les plus naturellement vrais, les plus expressifs du cinéma. L'art de Paul Robeson, athlète imposant, excellent comédien et superbe chanteur, ne doit pas être confondu avec cette aptitude innée du primitif devant la caméra. Il faut un puissant tempérament d'acteur pour incarner avec cette force la roublardise, la hâblerie épique de l'empereur John Ier.